Cette phrase, elle résume parfaitement le risque. Investir sans vraiment savoir ce qu'on fait. Le but de cette analyse, c'est justement de fournir les clés pour ne plus juste suivre des conseils, mais pour pouvoir choisir soi-même en toute confiance. Juste pour être sûr qu'on soit tous sur la même page, un ETF, c'est quoi en gros? Imaginez un grand panier. Un panier rempli d'actifs différents, comme des actions ou des obligations. Au lieu d'aller acheter chaque action une par une, ce qui serait fastidieux, on achète simplement une petite part de ce panier. C'est hyper pratique, oui. Mais comme on dit, le diable se cache dans les détails. Ok, premier point, et c'est un gros morceau, la géographie. Beaucoup de gens se disent « super, j'achète un ETF mondial, comme ça je suis diversifié partout sur la planète ». Logique, non? Sauf que la réalité est souvent bien loin de ça. Et ça, c'est la question qu'il faut se poser. On nous parle sans arrêt de diversification, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier régional. D'accord, mais ce fameux panier mondial, est-ce qu'il est vraiment si varié qu'on l'imagine? Allez, regardons les faits. Brut de décoffrage. On prend un indice mondial très connu, le MSCI World. Et là, surprise, près de 72% des investissements sont aux États-Unis. C'est juste énorme comme concentration. On croit acheter une part du monde entier, mais en réalité, on mise surtout sur l'économie américaine. Du coup, le truc à retenir, c'est qu'il faut choisir son exposition en connaissance de cause. Si on veut s'exposer aux États-Unis, on va chercher un ETF qui suit le S&P 500, c'est logique. Si c'est l'Europe qui nous intéresse, on regarde du côté du stock 600, etc. Bref, il ne faut pas se fier à l'étiquette mondiale. Il faut toujours aller voir la répartition géographique réelle. Bien, maintenant qu'on a vu la géographie, on va regarder ce qui se passe à l'intérieur de l'ETF, concrètement comment l'argent est géré, comment on touche les bénéfices et surtout comment on sait si ça performe bien ou pas. Alors ça, c'est un choix super important. Il y a deux grandes familles. D'un côté, les ETF de distribution. Eux, ils versent les dividendes directement en cash. C'est pas mal si on cherche un revenu régulier. De l'autre côté, les ETF d'accumulation. Comme leur nom l'indique, ils accumulent. Ils réinvestissent automatiquement les dividendes. Le capital grossit plus vite. Le choix dépend vraiment de la stratégie et attention, fiscalement, ce n'est pas la même chose non plus. Et là, méfiance. Attention au chant des sirènes. Un ETF qui affiche un rendement de dividende de 9%, ça a l'air génial, non? Mais ça peut aussi être un gros signal d'alarme. Pourquoi? Parce que parfois, des entreprises promettent des dividendes qu'elles ne pourront pas tenir, juste pour attirer le chaland. Donc, la prudence est vraiment de mise. Bon, et pour savoir si un ETF est bon, comment on fait? On le compare à son indice de référence, son benchmark en anglais. C'est un peu le maître étalon, si vous voulez. C'est l'objectif à atteindre ou à battre. Si un ETF rapporte 8%, mais que son indice de référence, lui, a fait 12%, il y a un souci, l'ETF sous-performe. Ok, un autre point qu'on oublie souvent, qui est derrière tout ça? Et combien ça coûte? Qui gère l'argent concrètement? Et quel impact ça a sur le rendement final? C'est fou, mais on y pense rarement. Qui est le gestionnaire d'actifs? Est-ce une boîte sérieuse, réputée? Elle a fait ses preuves? C'est une question essentielle, surtout pour les ETF qu'on appelle à gestion active, où des décisions humaines ont un rôle majeur. Et tenez-vous bien, le marché est hyper concentré. Les 3 plus gros gestionnaires pèsent pour quasiment 75% du gâteau. Ça montre bien à quel point c'est important de savoir à qui on a affaire. La réputation, la solidité du gestionnaire, c'est vraiment un critère de choix. Parlons argent maintenant, les frais. Le chiffre à connaître, c'est le TER, pour Total Expense Ratio. C'est le pourcentage qui est prélevé chaque année sur l'investissement pour la gestion du fonds. Bon, 0,4% comme ça n'a l'air de rien, c'est un peu abstrait. Mais si on traduit ça en euros sonnants et trébuchants, ça parle tout de suite plus. Pour 10 000 euros investis, ça fait 40 euros par an. Ça peut sembler peu, mais imaginez sur 20 ou 30 ans, ça finit par représenter une somme considérable. C'est simple, plus le TER est bas, plus il reste d'argent pour l'investisseur. Allez, on va soulever le capot pour voir la mécanique. C'est important de comprendre comment l'ETF est construit et de s'intéresser à des choses un peu plus techniques, comme la gestion du risque de change. Ne vous inquiétez pas, c'est plus simple ça en a l'air. En gros, il y a deux grandes méthodes. La première, c'est l'ETF physique. Lui, il achète et détient vraiment les actions de l'indice. C'est la version la plus directe. Et puis, il y a l'ETF synthétique. Alors lui, il ne possède pas les actions, il passe un contrat financier, un swap, avec une banque pour obtenir la même performance que l'indice. L'avantage, c'est que c'est souvent moins cher. L'inconvénient, c'est que ça ajoute un risque, le risque de contrepartie. C'est-à-dire que si la banque partenaire fait faillite, l'investissement peut en pâtir. Autre point très important. Quand on investit dans un ETF international, on ne mise pas seulement sur la bonne santé des entreprises. On fait un deuxième pari, souvent sans s'en rendre compte. On parie sur les monnaies. Et ça, c'est une couche de risque supplémentaire à ne pas négliger. Alors, comment ça marche concrètement? Prenons un exemple. Étape 1, l'ETF prend nos euros pour acheter des actions aux États-Unis, donc il les convertit en dollars. Simple. Étape 2,
Le risque. Si pendant ce temps, l'euro se renforce face au dollar, ça devient un problème. Du coup, à l'étape 3, au moment de revendre et de reconvertir les dollars en euros, on y perd au change. Une perte qui n'a rien à voir avec la performance des actions. C'est là qu'intervient l'étape 4, la solution. Un ETF avec couverture de change va bloquer le taux de change pour éviter ce genre de mauvaise surprise. Bon, on va aborder rapidement quelques stratégies un peu plus avancées et surtout les garde-fous, les protections qui existent pour les investisseurs. Il faut savoir qu'il existe des ETF beaucoup plus spéculatifs. Par exemple, les ETF de spécialité, qui se concentrent sur un tout petit secteur. Ou encore les ETF à effet de levier, ou inverse. Eux, c'est carrément des outils de pro. Ils démultiplient les variations du marché, à la hausse, mais aussi à la baisse. Attention, c'est à manipuler avec d'infinies précautions. Heureusement, il y a des protections. En Europe, il faut chercher un label UCITS ou OPCVM en français. C'est un vrai gage de sécurité. Ça impose des règles très strictes, notamment sur la diversification. Par exemple, un fonds UCITS ne peut pas investir plus de 10% de son argent dans une seule et même entreprise. C'est une sécurité qu'il faut vraiment avoir en tête. Et la meilleure nouvelle dans tout ça, c'est que toutes ces informations, absolument toutes, sont publiques et gratuites. On les trouve hyper facilement, soit sur le site de son courtier, soit en allant chercher les documents officiels de l'ETF. Il faut chercher le prospectus, ou, encore plus simple, la fiche d'information, le fameux fact sheet. Voilà, on a fait le tour des points essentiels à vérifier. La question qui s'affiche maintenant n'est pas juste une question en l'air. Une fois qu'on a éclairé tous ces angles morts, que va choisir un investisseur bien informé ? L'idée, ici, ce n'était pas de donner une recette miracle, mais plutôt de fournir la bonne liste de questions à se poser. Le choix final est personnel, mais au moins, maintenant, ce peut être un choix vraiment éclairé.